Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, ou je devrais dire Demain la Cité renouvelée. Car cette semaine, ce n'est pas un maire que nous recevons, mais un acteur incontournable de la rénovation de la ville en France, avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Nicolas Grivel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur général de l'ANRU. Alors, on est très heureux de vous accueillir parce qu'ici, nous recevons des élus, des urbanistes, des architectes. Tous nous parlent de l'ANRU, nous racontent et nous narrent des histoires de projets ANRU. Et donc, on va parler de l'ANRU 1, mais également de l'ANRU 2. Mais ma toute première question, c'est expliquez-nous ce qu'est cette agence nationale. Alors l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a été créée il y a 10 ans. On a fêté les 10 ans. Elle a été créée par Jean-Louis Borloo, qui avait eu cette vision, cette intuition d'un besoin d'action très forte dans nos quartiers, dans nos cités, pour rénover la ville, rénover le quartier et changer des immeubles, des constructions, des grands ensembles qui ont été construits dans les années 50, 60, qui ont vieilli, qui se sont dégradés et qui souvent étaient à l'écart du reste de la ville avec des populations en difficulté. Et donc la volonté de refaire la ville, refaire ses quartiers avec l'ANRU. Alors, il y avait quand même eu déjà des politiques de la ville, il y avait des programmes HVS, développement social des quartiers. Qu'est-ce qui a vraiment changé avec l'ANRU ? Avec l'ANRU, il y a eu un changement d'échelle. Effectivement, il existait préalablement des politiques qui essayaient de mêler l'aspect social, l'aspect cohésion sociale avec la dimension urbaine, bâtie. On a eu avec l'ANRU une accélération et un changement complet d'échelle d'un point de vue financier avec 12 milliards d'euros lancés sur le programme il y a 10 ans avec les cofinancements, près de 50 milliards d'euros dépensés, financés dans les quartiers pour rénover la ville. Donc on a une possibilité d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort dans cette rénovation. Et puis aussi une logique de guichet unique, certains l'appellent. C'est-à-dire que plein de financements qu'il fallait aller chercher à droite, à gauche aujourd'hui, c'est une seule adresse, c'est l'ANRU qui permet de financer ce renouvellement urbain. C'est exactement ça, et avec une dimension supplémentaire, une dimension politique forte, c'est-à-dire qu'un portage politique très fort au niveau national, dès le démarrage avec Jean-Louis Borloo, et puis un portage politique très fort aussi au niveau local, autour des élus, autour du maire, qui est capable d'entraîner dans le projet l'ensemble des acteurs, également les bailleurs sociaux, sur cette rénovation urbaine. Donc, parce que sur les financements, et ça a regroupé quels financements exactement ? Il y avait l'Action Logement, les grands projets de ville. L'ANRU en elle-même a agrégé des financements de l'État, des financements du 1% logement, les partenaires sociaux, et les financements des partenaires sociaux étant devenus majoritaires puis exclusifs désormais. Et puis localement, les projets sont également financés par les bailleurs sociaux, les sociétés d'HLM, organismes d'HLM, qui financent la rénovation et la reconstruction, et puis par les villes, les intercommunalités, les collectivités locales de manière générale. Et donc, mis ensemble, on a près de 50 milliards d'euros qui seront dépensés depuis 2004 sur ce premier programme. Donc vous disiez tout à l'heure, ce sont aussi les élus locaux qui deviennent porteurs des projets avec tout un système où ils présentent des projets de rénovation. Bien sûr, l'ANRU a mis en place un système de soutien financier très fort, mais qui exigeait de la part des acteurs locaux de construire vraiment un projet global et d'être capable de le défendre, de le présenter. Symboliquement, venir tous les acteurs du projet, venir le présenter à Paris, le défendre à Paris, expliquer les problématiques de leur ville et expliquer en quoi ce projet et ce soutien financier allaient permettre de changer les choses. C'est quelque chose qui, en 10 ans, a complètement révolutionné l'aménagement en France, notamment dans la méthodologie. Maintenant, ce sont les élus locaux, ce sont des chefs de projet, ce sont des experts aussi de l'aménagement. Tout à fait, ce sont à la fois les élus et leurs équipes se sont vraiment professionnalisés sur ces sujets. On avait au départ des équipes qui étaient sur des dimensions de projet beaucoup plus petites et ça s'est agrandi et on a un vrai savoir-faire maintenant, on a des dynamismes locaux très remarquables aujourd'hui sur ces sujets. Alors à l'époque, certains l'ont critiqué, mais aujourd'hui, 10 ans après, c'est l'heure des bilans. Alors, au bout de 10 ans d'ANRU, qu'est-ce qu'il faut dire ? Quels sont les chiffres clés ? Quel est le bilan que vous faites ?
10 ans d'ANRU, c'est à la fois une période assez importante, et en même temps, ce premier programme lancé va encore donner lieu à des chantiers, à des travaux pendant les 3 ou 4 années qui viennent. Mais au regard de 10 ans d'ANRU, on voit 500 quartiers qui ont été touchés, 150 000 logements qui ont été détruits puisque leur état ne permettait pas de les maintenir, 150 000 logements sociaux reconstruits, plus de 300 000 réhabilitations de logements dans les quartiers, donc un effet massif sur les quartiers, avec une dimension aussi sociale, avec le fait que 60 000 jeunes habitants de ces quartiers ont travaillé sur les chantiers de l'ANRU. Oui, parce qu'en termes d'investissement sur 10 ans, c'est plus de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros de financement de l'ANRU, et au total, avec tous les partenaires, près de 50 milliards. Oui, donc ça a servi aussi l'économie du bâtiment, l'économie locale. C'est exactement le changement d'échelle que j'évoquais, une ambition qui s'est matérialisée, et l'ANRU est bien maintenant dans le paysage et soutenu par l'ensemble des élus, quel que soit leur bord politique, aussi parce que l'ANRU a été au rendez-vous des engagements qui ont été pris. Et voilà, les projets ont pu se réaliser comme prévu, et même souvent plus que prévu, puisque en cheminant, on s'est rendu compte que c'était intéressant d'aller plus loin. Alors, je sais que l'exercice va peut-être être difficile pour vous, parce qu'on ne peut pas parler des 500 quartiers, mais est-ce qu'il y a des exemples phares, des belles histoires? Vous qui êtes récent directeur général, on vous a peut-être raconté plusieurs histoires, et puis il y en a une ou deux qui vous ont particulièrement touché. M'a raconté des histoires, puis je commence évidemment à aller voir ces histoires sur le terrain, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'apport concret de ces quartiers qui ont changé et qui ont radicalement changé. Pour certains de leur totalité, pour d'autres, il y a encore des efforts à faire, mais on en parlera pour compléter les choses. Mais sur les gros projets, et notamment l'Île-de-France, on pense souvent à Clichy-Montfermeil, qui est un endroit où il y a eu énormément de changements sur le plateau qui a été complètement modifié. On parle de Vitry, la cité Balzac, qui a beaucoup évolué. On avait dans cette cité 100% de logements sociaux, intégralement de logements sociaux, avec la rénovation, la diversification de l'habitat. On a aujourd'hui 65% de logements sociaux. J'étais récemment à Villiers-le-Bel, qui est cité souvent parce qu'il y a un historique de 2007 assez lourd et difficile. On a le quartier des Carreaux à Villiers-le-Bel qui a totalement évolué et complètement refait, des écoles nouvelles qui viennent d'ouvrir. Et dans ces quartiers, la question de savoir ce que la République a fait pour ses habitants, on a la réponse via la rénovation du quartier financée par l'ANRU. Alors justement, je vous propose d'écouter la parole des habitants, comment ils ont vu les changements dans leur quartier. Je vous propose de regarder quelques extraits d'un film réalisé par l'ANRU, demandé par l'ANRU et réalisé par Images et compagnie. Écoutez les habitants des quartiers ANRU. Je cherchais depuis longtemps à devenir propriétaire, parce que j'étais locataire dans un autre office HLM. Donc c'est vrai que c'était vraiment la bonne occasion, sinon j'aurais eu quelques dizaines de mètres carrés en moins sans problème. On a toujours été habitué dans un immeuble, puis on vous propose une maison. Vous ne pouvez pas refuser, je sais pas moi. Le premier jour, quand ils nous ont contactés pour la maison, je croyais que c'est juste une maison modèle pour visiter. Mais à la fin, ils m'ont dit non, c'est la vôtre si vous voulez. J'étais content. Ouais. Quand j'ai vu que ce logement m'a été attribué, j'ai pleuré. Avant, on avait honte de recevoir la famille. Maintenant, c'est plus présentable et plus sécurisé. Ça va changer énormément notre vie. Déjà, l'arrivée du tram, ça a été extraordinaire. Ça a désenclavé tout. Ça a permis d'avoir un accès plus facile sur Bordeaux. Moi, j'ai grandi dans cette ville-là, c'est plus du tout la même ville. Il y en a qui ne peuvent pas savoir qu'il y a moins de 10 ans ici, les chiens venaient faire leurs déchets dans le terrain, et ça ne servait à rien. Ça a été aménagé en jardin sportif à la place que ça joue en haut sur le béton. Ça joue ici. Voilà quoi, ça aménage à la place que ça dérange des personnes qui habitent en haut. Les jeunes, ils viennent ici. Ça, c'est beaucoup. On a l'impression que c'est rien, mais c'est énorme. On a une parcelle, on cultive, on plante, on se voit avec les voisins, on parle. C'est un endroit convivial ici. Le fait d'avoir des jardins, déjà, rien que le mot jardin, ça fait du bien. Ça, c'est bien pour nous qui avons l'habitude d'être tout le temps sur nos téléphones, les jeux. Alors que là, on a envie de sortir dehors pour aller s'installer, pour aller pique-niquer avec nos copines. Ça nous donne envie d'aller. Ça me donne envie de sortir de chez moi. Quand la bibliothèque s'est ouverte, je suis venue à l'inauguration. Et après, j'ai commencé à aimer les livres. Et je commence à venir souvent.
Comme je ne sors pas beaucoup, c'est la seule chose qui me permet de sortir vraiment. En fait, ça me permet de découvrir des choses sur le monde. Nous, on est des jeunes de cité, mais nous, on a prouvé que quoi? Qu'on sait faire les choses bien. Ce que j'imaginais pas, c'est que l'activité prendra une telle ampleur. Moi, j'allais jamais créer ma boîte. J'allais jamais créer ma boîte. Parce que je pensais ne pas avoir mes chances. Et depuis qu'ils ont créé, le centre d'affaires de proximité, et ben voilà, on a nos chances depuis. Bref, des habitants heureux avec une nouvelle vie finalement. C'est quelque chose que vous avez senti en allant sur le terrain aussi? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ressent parce que précisément les habitants voient le changement, voient l'évolution. Parfois, ils pouvaient être un peu inquiets, un peu sceptiques. Ils ont connu aussi, il faut le savoir, des mois et des années de chantier dans leur quartier. Donc, c'est des projets qui sont longs. Et pour les habitants, ça peut receler quelques inquiétudes, quelques impatiences. Mais quand ils voient le résultat, ils sont évidemment ravis, même si il peut y avoir par ailleurs d'autres difficultés sociales, économiques. Mais cet aspect-là est salué par tout le monde. Parce que c'est une constante dans tous ces projets en rue, la concertation avec les habitants, la communication avec les habitants. Peut-être parce que ce sont les élus, les chefs de projet, a été essentielle et toujours là, toujours présente. Elle est toujours présente, elle est parfois difficile. Et donc il faut toujours insister sur cette dimension-là et ne pas la réduire à une dimension symbolique ou gadget. Il faut trouver les bonnes formes. La loi l'AMI crée désormais des conseils citoyens sur ces sujets. Mais quelles que soient les modalités, on a une nécessaire association des habitants dès le démarrage du chantier, dès le démarrage du projet, pour qu'ils connaissent leur avenir, qu'ils sentent les choses. Il y a beaucoup de sujets en termes de relogement, d'évolution de leur installation. Sur le logement, on a entendu les habitants ravis de ces nouveaux logements, de la possibilité d'accession à la propriété. On voit aussi que c'est des maisons, c'est pas forcément du logement social. Il y a plein d'options différentes, la façon de refaire le logement. Il y a des choses très différentes qui se font dans les quartiers. On change la forme urbaine, on change la façon un peu monocolore et les tours et les bars telles qu'elles pouvaient être dans les quartiers. Et donc derrière, on va retrouver des immeubles plus petits, avec moins d'étages. On va trouver des petites maisons de ville, on va trouver une diversité, à la fois sur la forme du bâtiment et une diversité également dans la nature des logements qui sont proposés, avec du logement social, de l'accession à la propriété, différents niveaux de revenus pour les habitants, pour aller le plus loin possible dans la mixité, dans le mélange des populations, même si c'est évidemment un sujet toujours difficile. Des exemples différents, des pratiques différentes. Est-ce qu'il y a un échange entre les projets Maintenant, il y a une expertise française. Bien sûr. C'est aussi une dimension de l'action de l'ANRU qui, je crois, a été très appréciée. C'est d'être capable d'animer ce réseau des porteurs de projets, d'animer le réseau des chefs de projet qui, auprès des élus, au quotidien, animent cette dynamique et d'être capable d'échanger entre eux les bons exemples, les bonnes pratiques, les bonnes idées. Et avec maintenant 10 ans de recul, on a une certaine lecture de ces exemples et de partage du savoir-faire sur le territoire. Alors, peut-être c'est une particularité, mais dans tous ces projets, on voit que chaque projet en rue, il y a l'ouverture du quartier à la ville, d'une part, est un véritable objectif, mais aussi, il y a plein de projets avec du transport, on l'a vu, l'arrivée des trams, désenclaver, ça a été quelque chose de très important dans tous les projets de l'ANRU. Bien sûr, c'est une leçon, si elle n'était pas dès le départ, elle est désormais complètement tirée, c'est qu'on ne peut pas changer le quartier si on ne change pas la ville dans sa globalité et la place du quartier dans la ville. Et donc, la problématique de désenclavement est totalement essentielle pour ça. Les habitants qui peuvent aller davantage en ville, accéder à l'emploi beaucoup plus facilement, ont forcément une place différente dans cette ville. Et le quartier a une histoire différente, dès lors qu'il est relié par un tramway, des bus, des horaires renforcés, etc. Donc c'est une dimension très forte des projets. C'est une dimension qui est évidemment très lourde parce que les investissements sur les transports sont aussi colossaux et prennent du temps. Mais c'est quelque chose qui doit être intégré d'emblée dans la construction du projet et dont on voit les changements très directement en accompagnement de l'évolution du quartier. Et sur cet enruant aussi, il y a toute une dimension de développement durable, où il y a, que ce soit dans les techniques de construction, la façon de repenser, créer des parcs aussi, tout simplement, des espaces verts. Ça a été très important.
C'est très important et ça le sera d'autant plus pour la suite, puisque l'idée c'est que ces quartiers ont vocation à être exemplaires. Ce n'est pas parce que c'est des quartiers qui ont connu des difficultés, dont les habitants eux-mêmes peuvent connaître des difficultés économiques ou sociales, qu'on doit avoir des ambitions au rabais sur cette dimension écologique, à la fois pour des raisons liées à l'environnement, la transition énergétique, mais aussi pour des raisons très directes liées au pouvoir d'achat des habitants. Quand vous refaites un immeuble, quand vous réhabilitez, quand vous faites l'isolation, vous avez un impact très très direct sur les factures énergétiques des habitants. Et ça, c'est un aspect de mieux vivre dans son immeuble, mais aussi de mieux vivre financièrement. Alors, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que le bilan de l'ANRU 1 est exceptionnel. Néanmoins, il y a quand même des côtés négatifs. Alors, vous avez parlé de problèmes économiques. On n'a peut-être pas assez travaillé sur la dimension économique et sociale. Pourtant, il y a eu des expériences, mais c'est un travail encore à mener où ça a été un petit peu délaissé parce qu'on était tellement focalisé sur la construction. Non, je pense qu'il faut déjà pas, on peut pas tout demander à l'ANRU. L'ANRU, il faut à la fois être ambitieux, mais rester aussi modeste dans ce que l'ANRU peut faire. Et le changement du quartier ne peut pas, dans une situation économique et sociale nationale très compliquée, résoudre toutes les difficultés. Néanmoins, l'idée, et c'est un peu la philosophie du nouveau programme, c'est d'incorporer beaucoup plus dans les projets le lien avec l'ensemble des dimensions du projet urbain. Une dimension transport, vous l'avez cité, mais aussi dimension économique, avec à la fois le développement économique de ces quartiers et l'accès des habitants de ces quartiers aux activités économiques dans l'agglomération, et puis le lien avec les politiques sociales, l'insertion, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics. Voilà. Alors, on a fait la transition. Vous parlez de ce que certains appellent l'ANRU 2, mais c'est le nouveau programme de rénovation urbaine. Quels sont les grands axes et qu'est-ce qui change par rapport à l'ANRU 1 ? On est à la fois dans la continuité de l'ambition, parce qu'il y a beaucoup de choses à finir dans les quartiers, dans nos cités, et puis effectivement dans un nouveau changement d'échelle. Double changement d'échelle, les aspects que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire on élargit le spectre des thèmes qui doivent être traités à travers ces projets. Et puis, deuxième changement d'échelle, l'échelle territoriale, puisque l'idée est de travailler davantage au niveau de l'agglomération, des intercommunalités, que du territoire du seul quartier ou même de la seule ville, support de ce quartier. Et pourquoi ce choix ? C'est parce que travailler à l'échelle que d'une seule commune, notamment sur ces communes qui ont un fort pourcentage de logements sociaux, c'est problématique. Il faut réfléchir au niveau de l'intercommunalité pour créer de la mobilité résidentielle. Bien sûr, parce que les projets de transport ne peuvent pas se penser à l'échelle d'une commune. Les projets de développement économique, de la même façon, doivent se penser globalement sur l'agglomération. Et puis, vous le disiez, sur l'aspect logement, lorsqu'on a une ville qui concentre les logements sociaux au sein d'une agglomération, d'autres villes qui ont peut-être moins de logements sociaux, on voit bien que la solution ne peut pas résider dans le fait de poursuivre cette concentration dans une seule commune et qu'il faut davantage travailler sur une logique intercommunale. Cette logique intercommunale, elle est pertinente, mais ça va être peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Parce que quand un maire est seul maître à bord, c'est un petit peu plus facile que quand il y a 10, 11 maires, 6, ça dépend de l'intercommunalité. Oui, vous avez raison. Et en même temps, déjà dans la première génération, les projets qui ont bien marché étaient souvent des projets déjà pensés au niveau intercommunal, tout en laissant un rôle très actif au maire dans son évolution. Et puis on a une certaine maturité au niveau du territoire national sur l'intercommunalité à beaucoup d'endroits. Il y a d'autres endroits où il y a des travaux qui sont aussi en cours, notamment en Île-de-France sur ces sujets. Et l'idée, c'est qu'on puisse sortir avec des intercommunalités et une capacité de penser le territoire à l'échelle plus large sur les projets en vue. Et il y avait un autre changement aussi quand même. Parce que 500 quartiers et aujourd'hui que 200. Pourquoi c'est la crise ou c'est un choix plus Alors il ciblé. y a deux éléments de réponse à votre question. Premier élément, volonté de concentration forte sur les quartiers présentant le plus de difficultés. C'est pour ça que 200 quartiers ont été identifiés au niveau national pour bénéficier des financements du nouveau programme qui a été annoncé donc en décembre 2014. Il y avait des critères. Il y avait des critères liés d'une part à la concentration de la pauvreté des habitants, deuxièmement à la dégradation de l'environnement, du bâti, des immeubles. Et deuxième élément, c'est que ces 200 quartiers nationaux vont être complétés par 200 quartiers identifiés dans les régions sur des projets
plus limités, de moindre envergure, mais qui néanmoins à l'échelle des villes concernées seront très utiles. Et donc on aura au total de l'ordre de 400 quartiers qui seront traités dans ce nouveau programme. Alors comment ça se passe concrètement aujourd'hui? On en est où? Les dossiers, ils en sont où? Alors ce qui se passe concrètement, c'est qu'on a des négociations actuellement dans les villes et les agglomérations sur ce qu'on appelle le contrat de ville, qui a été renouvelé par la loi Lamy. Et le contrat de ville doit exprimer cette ambition un peu globale sur l'ensemble des sujets qui concernent la politique de la ville et les habitants des quartiers. Donc pas seulement sur les sujets de renouvellement urbain. Mais c'est dans ce cadre de ce contrat de ville qu'on va donner le coup d'envoi du nouveau programme en disant, au niveau de ma ville, au niveau de mon agglomération, voilà comment je vois dans 10 ans, 15 ans, la place de mes quartiers difficiles dans cette ville. Et du coup, quel est le projet de transformation urbaine à mener. Et puis, nous allons négocier avec ces villes, avec ces agglomérations, pour financer ces projets. Et nous partons pour une nouvelle aventure de 10 ans au minimum. Alors justement, pour négocier, l'ANRU, c'est une équipe de combien de personnes? L'ANRU, c'est une petite agence, mais avec des gens très dynamiques, très motivés. Donc, il y a à peu près 90 personnes au niveau national, ce qui, à l'échelle des budgets gérés avec 5 milliards d'euros sur la nouvelle programmation, est relativement réduit. Mais on s'appuie sur les forces de l'État au niveau local pour discuter avec les collectivités. Et puis on s'appuie surtout sur ces collectivités, ces équipes locales, ces élus qui sont au quotidien les porteurs de projets. Alors en gros, le temps et la genèse d'un projet, de la signature jusqu'à l'aboutissement, ça sera combien de temps? Parce que sur l'ANRU 1, il y a des projets qui ne sont pas encore terminés, qui vont se terminer en 2017. Sur l'ANRU 2, ce sera quoi la marge de temps? On part sur une aventure effectivement qui peut aller jusqu'à 10 ou 15 ans. Après, on a des projets qui peuvent aller évidemment plus vite dans leur genèse parce qu'ils sont bien pensés déjà et puis parce qu'ils vont se réaliser rapidement. Et puis on peut avoir dans une même ville ou une même agglomération 2, 3 ou 4 projets. Donc il faudra aussi sur les 10 ou 15 ans organiser la façon de les traiter parce qu'on ne peut pas être en chantier permanent partout dans une ville. Donc c'est à la fois long parce que il y a des processus, des procédures, il y a des décisions à prendre, il y a des financements, il y a des chantiers, des travaux. Mais à l'échelle d'une histoire d'un quartier, d'une histoire d'une ville, modifier complètement les choses en 10 ans, c'est tout à fait ambitieux et tout à fait et tout ça efficace. Grâce à l'ANRU. Et l'ANRU qui a aussi de nouvelles missions, parce que vous vous occupez des investissements d'avenir. Ça a tellement bien marché qu'on vous donne de nouvelles missions. C'est un peu ça, donc c'est très agréable et valorisant, mais l'idée c'est de s'appuyer sur un savoir-faire de conduite et de financement de projets. Et donc, effectivement, l'ANRU gère par ailleurs des investissements dans les internats, des collèges, lycées, parce que c'est une politique importante pour accueillir des jeunes parfois en difficulté, parfois éloignés, qui peuvent ainsi poursuivre des études de qualité. Parce que ça, c'est une constante, ça a été une constante de l'ANRU de retravailler sur la création, le renouvellement et la rénovation des services publics dans ces quartiers. Bien sûr, on va soutenir également des actions en faveur de la jeunesse qui intègrent l'ensemble des politiques sur un territoire en faveur de la jeunesse. Et puis aussi une dimension qui est très liée... De quel type? Parce que peu de gens connaissent ces investissements d'avenir. Sur les projets jeunesse, c'est des projets qui vont démarrer dans les prochaines semaines, mais c'est l'idée sur un territoire de se dire on a des politiques très diverses pour la jeunesse, sur l'emploi, sur l'accès à la santé, l'accès au logement. Mettons le paquet. L'entrepreneuriat. Oui, exactement. Mettons le paquet sur un projet global qui est capable sur un territoire de fédérer l'ensemble des intervenants et d'apporter les bonnes réponses à la jeunesse. D'autres missions encore? Oui, on a au titre de ces investissements d'avenir, on va également mettre en œuvre, et ça fait le lien avec vos questions précédentes, un programme un peu sur l'excellence environnementale, d'être capable de comment construire mieux, comment construire la ville durable et comment le mettre en œuvre. Et c'est ça qui nous motive dans les quartiers qui sont a priori au départ les plus en difficulté. Et donc qui quelque part ces quartiers vont au final prendre de l'avance sur les autres quartiers de l'agglomération de la ville grâce à cette excellence. Donc il y a un vrai travail de prospective. Vous, à l'ANRU, on sait presque déjà aujourd'hui ce que devrait être la ville du futur. En tout cas, on y travaille, on y réfléchit. Et effectivement, c'est bouillonnant d'idées et beaucoup de projets. Alors, j'ai envie de vous poser une question généralement. Quels sont les dossiers à suivre
et les projets, vous imaginez, fabuleux dans les Fabuleux, vous y allez fort, mais on a énormément de projets partout en France. Il y a des territoires, sur les 200 quartiers au niveau national, il y en a 55 qui sont en Île-de-France, donc on a une focalisation évidemment très forte sur l'Île-de-France. Et il y a un véritable enjeu aussi en Île-de-France autour de la métropole qui se crée, ça va être compliqué. C'est à la fois compliqué et à la fois c'est une opportunité assez exceptionnelle, et quelque part de se dire que le renouvellement urbain de ces quartiers peut être un des premiers projets fédérateurs de cette métropole nouvelle. C'est quelque chose d'assez stimulant. Et puis quand on fait le lien avec le Grand Paris, Grand Paris Express, le métro, on a des quartiers qui vont totalement changer dans les 10 ou 15 ans qui viennent, avec l'implantation de nouvelles gares, le lien avec les activités économiques. Et donc il faut tout de suite penser ça. C'est-à-dire qu'on va refaire nos quartiers avec cette idée-là qu'ils auront un accès aux activités à Paris totalement modifié dans les 10 ou 15 ans. Voilà. Et hors Île-de-France, on a aussi des grosses thématiques dans le sud de la France, où on a des problématiques parfois différentes sur des centres-villes anciens très dégradés. C'est une autre problématique urbaine qui peut se poser. Et puis des sujets parfois très difficiles de copropriété, très ancienne aussi, très dégradée. Voilà. En tout cas, dans Demain la Cité, on suivra tous ces projets avec vous. Vous pourrez revenir nous en parler. On fera un bilan à mi-parcours de l'ANRU. Alors, dans cette émission, on a pour habitude de poser 3 questions à tous nos invités. Si vous aviez un projet fou, ce serait quoi? Un projet fou d'aménagement, par exemple. Ah, un projet fou d'aménagement. Mais ça peut être un projet fou pour l'ANRU. Non, mon projet fou, ce que j'aurais envie de montrer aujourd'hui, c'est quasiment une machine à voyager dans le temps et de voir dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'on aura produit sur ces quartiers pour montrer l'effet et l'intérêt d'aller dans ces politiques. Et quelque part, ce projet fou, il existe déjà un petit peu, puisque on a déjà 10 ans de recul sur le premier programme. Et donc on voit dans les villes le contraste entre les quartiers qui ont été refaits et ceux qui restent à faire. Et donc voilà, faire voyager les gens dans le temps et se dire que ce qu'on va faire aujourd'hui va rester pour 30, 40, 50 ans. Et donc voilà, mesurer un peu l'exigence qu'on a sur nos épaules sur ces sujets. Si un endroit à visiter, vous nous conseillez une visite d'un lieu, ce serait quoi? Aller à Villiers-le-Bel, où je suis allé récemment. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est précisément dans un quartier qui désormais une ville qui est un peu stigmatisée par son image antérieure. Un vrai dynamisme autour d'un quartier qui a été vraiment refait, une école toute neuve, où on voit les enfants heureux d'être dans ce cadre totalement refait. Et en même temps, des quartiers qui n'ont pas encore été travaillés, refaits, etc. Et donc on voit bien, à une échelle très réduite dans l'espace, l'ampleur de la tâche. Un événement que vous nous conseillez, un événement? Les événements, en fait, ils vont se passer dans les villes. Et donc, on va à 200 quartiers, on va avoir 200 projets qui vont naître et 200 occasions d'associer les habitants au lancement de ces projets. Et puis, à différentes étapes, de voir les réalisations dans ces 200 quartiers. Donc, beaucoup d'événements à venir. Vous dites aux habitants, participez à la concertation. Bien sûr, parce que ce n'est pas, encore une fois, un gadget. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre d'influer dès le départ sur les projets. On voit dans des villes que les habitants ont pu directement peser sur le choix d'un aménagement, d'espaces de jeu pour les enfants, de jardins partagés au bas des immeubles, et que les élus étaient parfois sceptiques à l'origine sur la façon dont ces équipements allaient évoluer, et ça marche très bien. Et donc, parce que ça a été porté dès le départ par les habitants. Monsieur Grivel, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller bien sûr sur le site de l'ANRU, www.anru.fr. Et pour voir et revoir cette émission, vous allez bien sûr sur notre site internet www.demain.fr. Au revoir et à bientôt.